Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Fou Allier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 2, des salaires et des primes. Les différences de salaire entre sportifs et sportifs professionnels sont considérables, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode. En ce qui concerne les primes de victoire, soit de tournois, soit des primes allouées par les clubs eux-mêmes, la différence est tout aussi frappante. Ces inégalités financières ne sont pas que des violences symboliques, elles sont aussi des freins très importants au développement des sports dits féminins, et on reviendra bientôt sur cette appellation, ainsi qu'à la professionnalisation des sportives. On y va. On va d'abord commencer par un rappel qui est un rappel important, qui concerne la France et les inégalités salariales. Donc pour rappel, il existe un écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes en France qui est de 23,5%. C'était les chiffres qui étaient donnés en 2022, on attend ceux de 2023. Et à temps de travail et à poste comparable, cette différence de salaire elle est de 4%. Donc la différence de salaire moyen s'explique, elle est 23,5%, elle s'explique par le fait notamment que les femmes sont majoritaires à avoir des métiers à temps partiel. Étant donné qu'on vit dans une société patriarcale, dans lequel ce sont les desseins et les ambitions du père qui doivent être à tout prix respectés, et où les mères doivent se mettre au service du père pour lui permettre de vivre la vie que lui décide, eh bien ce sont souvent les femmes qui doivent se sacrifier avec des temps partiels pour élever les enfants par exemple. Et donc voilà, le salaire moyen reste encore très important, 23,5, et c'est l'explication principale qu'on peut donner, il y en a d'autres, mais c'est la principale explication. En revanche, lorsqu'il s'agit, quand on parle du secteur privé, pas du secteur public, de la différence de 4% de salaire à temps de travail et à poste comparable, il n'y a aucune autre façon de l'expliquer que par du sexisme, bien évidemment, par de la discrimination. Mais il faut quand même qu'on garde ce chiffre en tête. C'est important qu'on le garde en tête. Donc, à temps de travail et poste comparable, la différence de salaire en France, elle est de 4%. Et on va garder ce chiffre-là en tête, parce que déjà, ce 4% est anormal, le 23,5% de salaire moyen également est évidemment particulièrement anormal. On va le garder en tête parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les différences de salaire qu'il existe entre les hommes et les femmes dans le domaine du sport sont complètement dans une autre dimension. On parle de 4% à poste et à temps de travail égal dans le secteur privé. Dans le sport, en fonction des sports, on parle parfois d'un rapport de 1 pour 4, et on parle parfois d'un rapport de 1 pour l'infini. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'utilise cette expression un peu étrange. Je vous donne un exemple. Par exemple, le salaire moyen d'un footballeur professionnel en France, donc footballeur professionnel, on compte première, deuxième, et ensuite troisième, quatrième division, il est de 12 000 euros. Le salaire moyen des femmes, il est de 3 500 euros brut, donc à peu près 2 600 euros net, contre 12 000 euros net pour les hommes. Donc là, on est sur un rapport de 1 pour 6. Et ça pose des questions, parce que les hommes et les femmes pratiquent, dans le cadre d'une activité de footballeur ou footballeuse professionnelle, ils pratiquent exactement la même profession, avec exactement le même temps de travail. Alors il y a un petit peu moins de matchs dans les premières divisions de football dit féminin, puisque la première division compte 16 équipes contre 18 en championnat de France, donc il y a 4 matchs d'écart, mais c'est pas du tout suffisant pour expliquer ce rapport d'1 pour 6. Si on s'intéresse au salaire moyen d'un joueur de basket en première division en France, on est à 9 000 euros net contre 6 300 euros brut pour les femmes, ce qui représente à peu près 4 800 euros net. Donc on est sur un rapport d'1 sur 2. Là, il n'y a absolument aucune excuse, il y a exactement le même nombre d'équipes, le même nombre de matchs joués, que ce soit des matchs nationaux, des matchs de Coupe d'Europe. Et donc la différence de salaire, là, elle est d'1 pour 2. Et quand on se rappelle qu'en France, la différence de salaire à poste égal et à temps de travail égal est de 4% et que c'est déjà anormal,
En fait, on a énormément de mal à comprendre comment le système financier du sport ne fait finalement pas plus scandale. Alors, il y a toute une série d'arguments utilisés par les masculinistes pour essayer de justifier ces inégalités salariales dans le domaine du sport, et ensuite on va passer à la question du tennis, parce que c'est encore plus intéressant. Et ces arguments, on les passera en revue dans les prochains épisodes. On avait fait le sommaire dans le premier épisode de cette première saison. Donc on va évidemment revenir dessus, parce que les arguments sont fallacieux, les arguments ne fonctionnent pas. Autre chose assez intéressante, le salaire moyen d'un joueur professionnel de rugby en France, il est connu. Et j'aimerais vous poser une question que vous allez réfléchir le temps que je vous donne l'information, à laquelle vous allez réfléchir pendant que vous avez l'information. À votre avis, c'est quoi le rapport entre le salaire d'un joueur de rugby professionnel en France et d'une joueuse de rugby professionnelle? Alors je vais vous le donner. Le rapport, il est infini. C'est-à-dire que le salaire moyen d'un joueur de rugby professionnel en France en 2022, c'était 18 870 € net. Et il n'y a pas de sportive, de rugbyman française qui soit professionnelle. Le rugby féminin ne s'est pas professionnalisé encore, donc il n'y a pas de salaire dans les clubs de rugby professionnels féminins. L'élite 1, l'équivalent du top 14 féminin en rugby, n'est pas professionnalisé, donc il n'y a pas de salaire pour les femmes. Et donc, les conséquences de ça, elles sont absolument évidentes. C'est que les joueuses de rugby qui participent à des compétitions au plus haut niveau sont obligées de travailler à côté. Et quand on sait l'implication qu'il faut avoir dans son sport, quand on a envie de devenir professionnel et quand on veut avoir une équipe compétitive, on se dit que finalement, un petit peu comme je l'avais dit dans l'introduction du premier épisode, la façon dont les structures financières dans le sport sont développées permettent aux hommes d'atteindre l'excellence et condamnent les femmes à la débrouille. Et on croit quand même rêver, on croit quand même cauchemarder même. En ce qui concerne le tennis, il y a une sorte d'écran de fumée. Alors, dans les tournois du Grand Chelem depuis 2022, les prize money, c'est-à-dire les montants des primes que l'on donne aux joueurs et aux joueuses en fonction du moment dans le tournoi où elles ont été éliminées, sont identiques. Et ça fait 2 ans seulement que c'est le cas. Ça n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, on y est enfin. Et on peut rapporter ça aussi aux audiences. Ça, c'est plutôt intéressant. On a les chiffres des audiences des finales de Roland-Garros entre les hommes et les femmes, et on voit qu'il y a une différence quand même d'audience. En 2024, la France 2 a réalisé 36,6% de part du marché lors de la finale homme, contre 25,8% lors de la finale femme. On est sur un ratio à peu près de 50% d'écart, en termes simplement de téléspectateurs. Et malgré tout, les écarts de prize money entre la WTA, donc c'est le tournoi professionnel pour les femmes, et l'ATP, le tournoi professionnel pour les femmes, il est de 75% en moyenne. 75%, sachant que ce chiffre-là, il est vraiment tiré vers le bas. Il est tiré vers le bas parce que si on retire les tournois du Grand Chelem, la différence de prize money, elle est de 88%. Vous vous rendez compte, 88% d'écart, alors qu'en termes d'audience, la différence d'audience, elle est de 50% maximum. Et on peut se poser la question, en fait, jusqu'à quand les personnes acceptent ça? Et pendant très longtemps, les inégalités de salaire dans le milieu public et privé ont été justifiées par le fait que les femmes seraient soi-disant moins compétentes que les hommes sur certains postes. C'est comme ça que ça a été justifié. Mais aujourd'hui, plus personne... En tout cas, c'est assez rare, plus personne n'est suffisamment misogyne ou sexiste pour tenir de tels propos. Plus personne n'oserait tenir des propos aussi idiots publiquement. Mais en ce qui concerne le domaine du sport, ces propos y tiennent. C'est-à-dire que dans le sport, vous avez toute une série de personnes misogynes, sexistes qui disent « Oui, mais étant donné qu'il n'y a pas le même niveau de compétence, et on reviendra justement sur le niveau de compétence et de performance dans le sport entre les hommes et les femmes, il est normal que les salaires soient différents. » C'est-à-dire qu'en fait... les sportives sont perçues en fonction de leur efficacité, de leur productivité, et non pas en fonction du temps de travail qu'elles fournissent. Et le temps de travail fourni par les sportives est supérieur à celui fourni par les hommes. Ça c'est absolument indéniable. Parce qu'en plus de leurs entraînements extrêmement réguliers, comme ce qu'ont les hommes, elles ont, pour la majorité d'entre elles, un travail à côté, parce que soit elles ne sont pas payées, soit elles ne sont pas assez payées. Alors on ne parle pas évidemment du top 10 des joueuses de tennis professionnelles.
Évidemment qu'on parle pas d'elles, on parle des sportifs professionnels dans leur ensemble. Et dans leur ensemble, eh bien, dans le rugby, elles ne sont pas payées, dans le basket, elles sont payées 2 fois moins, dans le football, elles sont payées 6 fois moins. Et ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus hypocrite qu'en France, on a tendance à célébrer nos vainqueurs et nos vainqueuses comme si c'était extraordinaire. Et dans les palmarès de Roland-Garros, depuis l'après-guerre, on n'a que Yannick Noah qui a remporté un Roland-Garros en 1983, contre 3 Françaises qui ont remporté Roland-Garros. En 48, Nelly Landry, en 67, Françoise Dure, et en 2000 avec Mary Pierce. Donc, en plus de ça, vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie, il y a une sorte de dichotomie en France où on va faire la promotion des sportifs et des sportives qui font soi-disant la fierté de la France. Alors, elles font la fierté de la France, c'est les sportives, ça c'est clair, mais ça suit pas. Ça suit pas et c'est d'autant plus désastreux que même chez les plus grandes sportives de l'histoire, prenez Serena Williams en tennis, donc Serena Williams est considérée comme la plus grande sportive de l'histoire, et quand on demande aux professionnels du monde du sport de citer le plus grand sportif du monde du sport, Serena Williams sort parfois, même quand on pose la question au masculin. Et figurez-vous qu'en 2021, le top 50 des joueurs qui ont gagné le plus d'argent, alors cette information elle est valable pour absolument toutes les années qui existent. Dans le classement Forbes, il n'y a jamais eu dans l'histoire, dans le top 50 des sportifs les mieux payés, de femmes dans ce top 50. Jamais. Et évidemment, ça pose question. Alors, ça correspond à quoi ce classement ? Ça correspond aux primes gagnées dans les tournois, aux salaires et aux contrats de sponsoring. Et les contrats de sponsoring chez les femmes sont d'une part beaucoup plus rares et en plus de ça, beaucoup moins importants. En moyenne, quand un sportif et une sportive deviennent l'égérie d'une même marque, l'écart de salaire qu'il y a entre les deux est de 41%. Donc, si vous voulez, ces données-là, elles sont très inquiétantes. Toutes les données que je vous donne, alors c'est plus facile quand je travaille sur YouTube de vous mettre les sources, les références dans les sources, proviennent soit de l'Institut IRSS. Donc l'Institut IRSS, c'est l'Institut de formation et préparation au métier de sport, de la santé et de la petite enfance, soit du classement Forbes directement. Vous aviez les rappels évidemment d'écarts salariaux qui proviennent des études faites de l'INSEE, etc. Et en ce qui concerne les différences de salaire, ce sont des données que j'ai trouvées sur les sites des fédérations des sports que je cite. Et donc on en est là. Il y a Sarah Errani qui est la patronne, elle fait tout, elle fait la vaisselle, elle fait la cuisine, elle passe la serpillière. En 2024, donc en 2024, là on est au mois d'août au moment où je tourne cet épisode, vous l'écouterez probablement en septembre, il n'y a aucune femme de nouveau qui atteint le classement dans les 50 sportifs les mieux payés. Les deux seules qui étaient très hautes dans le classement en 2023, qui étaient à 51e et 54e place, c'était Serena Williams et Naomi Osaka. Donc elles ont pris leur retraite. Donc elles ne sont plus du tout dans le classement, même dans le classement des 100 sportifs les mieux payés. Mais il existe des sportifs qui sont à la retraite. On peut prendre le cas de Tony Parker, par exemple, qui continue à percevoir des revenus publicitaires parce qu'il continue à être l'égérie de marques. Mais les sportifs professionnels, dès l'instant où leur carrière est terminée, on ne les voit quasiment plus. Alors vous avez quelques sponsors qui essaient de sponsoriser des tournois de tennis qui conservent des partenariats avec Serena Williams parce que tout le monde la connaît, mais c'est bien une exception. Et donc la question qu'on peut quand même se poser pour conclure cet épisode, c'est celle-là, c'est comment se fait-il que le monde masculin, le monde des hommes, continue à accepter avec une telle décontraction des écarts salariaux aussi importants, sous prétexte que ça concernerait un domaine privé du sport, alors qu'en France, dans le domaine privé, les écarts de salaire à même poste et à temps de travail égal ne sont que, entre guillemets, de 4%. C'est encore beaucoup trop, 4%. Il faudrait évidemment que ce chiffre arrive à 0%, voire qu'il y ait une très légère inégalité en défaveur des hommes, puisque être une femme coûte nettement plus cher qu'être un homme. Il y a des dépenses obligatoires que nous, les hommes, nous n'avons pas. Mais néanmoins 4% comparé à ces écarts de salaire complètement phénoménaux dans le sport, ça n'a pas de sens. Et vous comprenez bien que c'est pas qu'une question symbolique, encore une fois. On entend bien sûr les gens venir dire
Les pauvres sportifs professionnels, elles se plaignent, 14 000 € de salaire dans tel sport. En fait, le problème n'est pas là. Le problème n'est déjà pas de... Évidemment que les salaires dans le milieu du sport professionnel sont la plupart du temps des salaires trop élevés et absolument scandaleux, mais la question c'est de se dire, comment se fait-il que l'on accepte que les hommes puissent gagner autant de fois plus que les femmes pour exactement les mêmes pratiques sportives? Et la deuxième question, évidemment, le deuxième problème que tout ça soulève, c'est la question de la compétitivité des sportifs en général. Comment voulez-vous, mis à part quand vous êtes dans le top 20 de votre sport, progresser aussi facilement que certains hommes peuvent progresser dans leur sport si vous n'avez pas de salaire, ou si vous avez un salaire qui n'est pas suffisant pour vous permettre d'assurer vos dépenses quotidiennes? D'autant que dans certains sports, vous savez très bien que les sportifs et les sportifs doivent payer leurs déplacements eux-mêmes, leurs billets d'avion pour aller participer à des tournois. Et vous avez un grand nombre de sportifs français à l'ATP qui vous le disent, ceux qui sont classés au-delà de la 250e place, nous on ne peut pas aller jouer des gros tournois auxquels on est invité un peu loin parce qu'on n'a pas les moyens de dépenser 5 000 € en billets d'avion, en chambre d'hôtel et en alimentation pendant les 2 semaines du tournoi. Et on n'entend quasiment jamais la parole donnée au nombre évidemment bien supérieur de femmes qui, elles, en plus de ça, ont des salaires inférieurs à ceux des hommes, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller pratiquer leur activité sportive. Et donc voilà, on se retrouve avec un gap qui est voué finalement à s'agrandir. C'est-à-dire que le niveau de performance entre les hommes et les femmes dans le sport, même si on reviendra bien sûr sur ce concept-là dans pas très longtemps, parce que c'est un concept qui est un peu fallacieux, il est voué à s'aggraver, le gouffre est voué à s'agrandir, si on ne permet pas à des femmes de pouvoir pratiquer leur activité sportive professionnelle dans les mêmes conditions financières que les hommes. Et donc je pense que c'était important de rappeler ces données-là, et de rappeler à quel point non seulement l'investissement dans les infrastructures n'est pas suffisant pour les femmes, mais qu'en plus l'investissement en termes de salaire, en termes de revenus publicitaires n'existe pas, est quasiment inexistant, voire est bien trop insuffisant pour leur permettre de performer comme elles performent. Ce qui doit nous faire probablement revoir la façon qu'on a de percevoir la performance d'une athlète française aux Jeux Olympiques, par exemple. Quand vous allez voir des performances, par exemple au kitesurf, on a une Française qui a été médaillée d'argent, ou en voile, qui sont des sports dans lesquels il n'y a évidemment pas d'argent, elles n'ont pas de salaire, elles sont obligées de travailler à côté. Se dire qu'elles peuvent gagner des médailles d'or et réaliser des performances sportives, c'est exceptionnel, et ça ne doit pas être minimisé. Et une performance exceptionnelle d'une sportive, ça n'est pas symétrique avec une performance exceptionnelle d'un sportif. Parce qu'il y a une dissymétrie dans les moyens qui sont engagés pour leur permettre de performer, donc c'est pas la même quantité d'efforts qui sont mis dans les deux cas. C'était le deuxième épisode sur la question du sexisme dans le sport. Là, on a parlé de choses un peu structurelles. Mais là, à partir du prochain épisode, qui sera consacré à l'iconisation, on va parler de toute autre chose. On va commencer à rentrer dans la caractéristique même des sports dits féminins et toutes les notions sexistes que la notion de sport féminin peut draguer avec lui. J'espère en attendant que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.